Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présents à ce rendez-vous du Festival du Livre de Paris. Et bonjour, Madan Kawa. Bonjour et merci de me recevoir. C'est toujours un honneur de revenir dans ces discussions avec le public. C'est toujours un véritable bonheur pour moi. Merci. Alors on va parler pendant à peu près 50 minutes de votre travail, de vos deux ouvrages, Respire, dont le sous-titre et le plan est toujours parfait, Kilomètre Zéro, qui est le premier, je les ai donnés dans le mauvais ordre, et puis un podcast qui s'appelle Ces questions que tout le monde se pose. Alors pour ceux et celles qui ne vous connaîtraient pas dans cette assemblée, je rappelle un petit peu votre parcours de vie parce qu'il est intéressant et il éclaire votre travail. Vous avez eu une première vie dans le monde de l'entreprise avec des études à Oxford, à Sciences Po, puis ensuite vous avez travaillé dans le monde de la pub, dans le monde des startups. Et puis, pour la faire très courte, un jour, au début des années 2010, vous vous êtes rendu compte que dans votre vie, il y avait une sorte d'épuisement. Vous étiez au bord d'un vide et vous êtes parti un petit peu à l'improviste, si je ne me trompe pas, pour le Népal. Vous avez voyagé sur l'Himalaya et ça a été le début d'un changement d'orientation. Et donc aujourd'hui, vous êtes coach, vous êtes également auteur. Depuis peu, vous êtes podcasteuse et vous êtes conférencière. Et donc, vos deux livres et votre podcast donnent des clés pour être plus heureux dans la vie. Ce qui m'intéresse, et ce sera la première question, c'est l'idée qui est reprise dans le titre de votre podcast, mais qu'on retrouve beaucoup aussi dans les livres, que tout le monde est dans un même bateau, tout le monde arrive à un moment ou à un autre à se poser des questions. Est-ce que, d'une part, c'est inhérent au fait qu'on est tous des êtres humains et qu'à un moment de notre vie, on va être amené à se poser ces questions. Et d'autre part, est-ce qu'on se les pose tous et toutes de la même manière, ces questions ? Alors là, je vais avoir du mal à répondre pour tout le monde, mais en revanche, je crois que effectivement, on est régi par le mental déjà. On nous apprend à nous servir bien de notre mental, on nous apprend à être intelligent. Alors, on nous pousse dans cette instruction, et puis on oublie finalement l'essentiel, puisque notre éducation, notre mode éducatif, pour beaucoup, c'est de réussir. Et réussir dans un monde capitaliste, c'est réussir à gagner de l'argent. Or, l'état de réussite, pour l'être humain, c'est pas tout à fait le même que pour ce monde occidental et même plus global aujourd'hui. Donc évidemment, il y a un moment où il se passe un bug entre ce qu'on est en tant qu'être humain et puis ce qu'on nous a appris, même si je crois qu'il ne faut pas mettre de côté tout ce qu'on nous a appris, mais en tout cas de commencer à voir les choses sous un autre angle, ça nous permet d'avoir peut-être une compréhension de ce qui se passe en nous, un peu plus que ce qu'on nous a appris à être. Parce que finalement, l'être humain ne cherche qu'une chose, c'est aimer et être aimé. C'est le seul leitmotiv au monde qu'on a tous. Aimer et être aimé. Alors ça passe par ce qu'on nous a appris. Si je gagne de l'argent, je vais être aimé. Et puis finalement, à un moment, on gagne de l'argent et puis on se rend compte que on n'est pas plus heureux que ça. Bien sûr que ça rend libre, bien sûr que ça enlève un certain nombre d'épines, mais on n'est pas complètement épanoui. Et cette recherche du bonheur va un peu au-delà de ce qu'on nous a appris depuis tout petit, que de gagner de l'argent, que de réussir socialement, etc. Donc le bonheur, c'est un état d'être. On n'est pas toujours heureux ou jamais heureux. On n'est pas toujours dans le bonheur et jamais dans le bonheur. À l'inverse de la joie, qui est une émotion. L'émotion de la joie, on la prend à un moment, on jubile de quelque chose, on est dans cette émotion, comme on pourrait dire qu'on est dans l'émotion de la peur à certains moments, comme dans l'émotion de la tristesse. Le bonheur, c'est différent, c'est un état d'être, c'est une philosophie de vie pour lequel on va avancer. Donc effectivement, l'idée du podcast de ces questions que tout le monde se pose, mais on se rend compte que finalement, on est tous à se poser un peu le même type de questions, parfois un peu différemment ou avec des motivations différentes, mais quand même autour de comment je fais pour aller un peu mieux, comment je fais quand j'ai trop d'émotions, comment je fais quand ça se passe mal avec mon patron, etc. etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié à l'endroit, à la société dans laquelle on vit ? Parce que dans vos romans, le voyage intérieur et initiatique, il se matérialise aussi par un voyage géographique. Alors, le voyage, pour moi, c'est ma drogue. Je suis vraiment droguée depuis que je suis née dans le voyage. Donc, effectivement, j'étais dans le monde des affaires, mais j'étais dans le monde des affaires parce que je pouvais voyager. Donc, je m'étais trouvé cette porte d'entrée à l'international dans le monde des affaires en voyageant tout le temps. Donc, je suis toujours dans les avions et j'aime
Pourquoi? Parce que j'aime cette rencontre avec les peuples qui vivent complètement différemment de nous. Vous allez dans des peuples complètement reculés, alors vous allez vous dire, ah bah oui, mais enfin ils n'ont pas Internet, ils n'ont pas un tas de choses qu'on a nous, de confort, l'eau chaude, voire l'eau tout court, l'électricité, etc. Mais ils ont l'essentiel, pour survivre, il faut être solidaire, il faut être empathique, donc tout ça fait qu'on revient à notre essentiel. Finalement, ce qu'on oublie un peu ici, parce que y a une sorte d'individualisme. Alors là, je schématise un peu, parce qu'en Occident, on a aussi des gens très très bien, et on a aussi vraiment toute cette humanité qui est évidemment là, et de toute façon qui est en nous. Mais dans notre système éducatif, on a tendance à se protéger, ce qui fait qu'on enferme un peu dans un coffre-fort notre cœur au lieu de le laisser s'exprimer complètement. Et évidemment, le fait de voyager nous décentre et nous permet de voir qu'il y a peut-être d'autres façons justement de voir les choses, de les appréhender, et puis de vivre complètement différemment, finalement en tenant en laisse un peu notre système de défense, notre ego, et laisser davantage aller notre être intérieur, parce que même si notre vie c'est de chercher à être aimé et aimé, on a tendance à croire qu'on n'est pas aimable tel que l'on est, donc on se met un certain nombre de visages, un certain nombre d'habits pour être quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Et c'est là que c'est dommage, parce qu'être aimé pour son costume, c'est dramatique. On s'arrange pas avec nous-mêmes. On peut s'arranger avec les autres, on peut se mentir aux autres, mais avec soi, c'est terrible. Donc moi, quand j'ai commencé à me rendre compte que je pouvais être aimée juste pour ce que j'étais, et non pas parce que j'étais directeur machin, ou je sortais de telle école, ou parce que je gagnais de l'argent, j'ai commencé à me rendre compte que je pouvais être aimée juste avec mes failles, avec ma vulnérabilité, avec toutes mes faiblesses, et il y en a beaucoup. Et en fait, là, j'ai commencé à sentir cet état de bonheur qui était, même avec toutes mes imperfections, et surtout avec toutes mes imperfections, on commence à voir mon humanité. Donc c'est ça le chemin pour moi. Au gré de vos rencontres, depuis que vous êtes coach et auteur, est-ce que vous avez constaté une évolution? Il y a une phrase dans votre bio qui m'a intéressé, qui dit que vous êtes touché par l'invitation des jeunes à changer de paradigme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on discute avec des gens des générations un petit peu plus jeunes, qui ont 20-25 ans, on se rend compte que peut-être le bien-être et l'épanouissement passent avant la volonté d'avoir un CDI, d'avoir un emploi stable, d'avoir une carrière. Et puis on préfère enchaîner des petits CDD, partir, faire le tour du monde. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui évolue, parce que cette question-là et cette remise en question est un petit peu plus acquise aujourd'hui? Alors il y a de ça, mais je crois qu'il y a surtout une recherche de sens. Je le vois parce que je suis jury du prix de l'innovation, et donc les jeunes pitchent leur projet, c'est-à-dire ils ont quelques secondes pour parler de leur projet d'innovation et donc de la création de leur société. Et moi, je me souviens à mon époque, parce que j'ai quand même 50 ans, donc il s'est passé 20 ans entre-temps. Dans les années 2000, en fait, ce qui se passait, c'est que nous, on présentait nos projets à des investisseurs. Puis les investisseurs disaient, très bien, on vous donne un certain nombre de millions, mais vous m'enlevez ça, ça, ça et ça. Bon, au final, il n'y avait plus de sens du tout au projet. Et nous, on disait, merci, on prenait le chèque, et puis on se débrouillait avec un truc qui tenait moyennement debout. Les jeunes aujourd'hui, sont 20 ans après, arrivent devant les mêmes investisseurs, et évidemment, ils font la même chose. Donc, ils racontent leur projet, et les investisseurs qui n'ont pas grandi se disent, oui, très bien, alors vous m'enlevez ça, ça, ça. Et les jeunes disent, non, vous n'avez rien compris à mon projet. Donc maintenant, je vais voir d'autres investisseurs parce que mon projet a besoin de sens. Et ça, je crois que c'est toute la différence, en tout cas, je vous postillonne dessus, c'est toute la différence qu'on peut faire avec ces nouvelles générations. Et ce changement de paradigme, pour moi, il vient dans le sens. Parce que souvent, on dit oui, les jeunes veulent moins travailler, etc. C'est pas vrai. Ils ont une capacité de travail extraordinaire, ils ont des idées extraordinaires, mais ils ont en plus, par rapport à nous, la faculté de dire non quand ça les intéresse pas. Et c'est pas un manque d'éducation, c'est juste une autorisation à l'éducation. Nous, on était un peu bridés, je ne remets pas en cause mon éducation, mais on était un peu bridés à dire oui, merci aux aînés. Là, aujourd'hui, on est vraiment dans ce changement de paradigme, ce changement vraiment lié au sens. Et je crois que on l'a vu dans la période de Covid, d'ailleurs, tous, on cherche du sens, on cherche à aller vers autre chose. Et je me rends compte quand j'accompagne des gens qui veulent soit changer de travail, soit changer leur façon de travailler pour trouver ce sens. Dans cette quête, il y a quelque chose qui revient beaucoup, c'est l'idée du présent, du moment présent, qui est finalement la seule chose réelle, puisque le passé et le futur n'appartiennent pas au réel. Est-ce que vous pouvez
un peu nous expliquer cette idée? Alors moi, en grand néophyte, ça m'a rappelé une chose de quand j'étais petit. C'est le film Le Roi Lion, dans lequel le singe Rafiki tape sur la tête du lion en lui disant ça, maintenant, c'est le passé. Ça n'existe plus. Est-ce que c'est... Comment ça marche, cette articulation entre le présent, le passé et le futur? Eh bien, vous l'avez dit, en fait, le présent est le seul moment réel. C'est-à-dire que la seconde qu'on est en train de passer là ensemble, hop, elle est déjà partie. On s'offre un moment de présent ensemble et vous êtes là, je suis là, en direct. Et cette seconde-là, elle n'est pas rattrapable. Ce qu'on vit ensemble dans cet espace-là aujourd'hui, vous ne pourrez jamais le rattraper. Le passé est révolu et le futur n'existera jamais parce que par définition, le futur, c'est l'addition du présent finalement. C'est l'addition de ces secondes qu'on est en train de passer ensemble. Donc, cet état de présent, alors moi, il m'a fallu des années pour comprendre ça, parce qu'évidemment, dans les écoles, on vous explique, au contraire, moi j'ai fait de la stratégie d'entreprise, on vous explique à avoir 10 longueurs d'avance, 10 coups d'avance, 20 coups d'avance. Donc le présent n'existe pas finalement. Et le drame de ça, et ça a été le drame de ma vie, jusqu'au moment où effectivement j'étais à 2 doigts de tomber et je pars au Népal. Je partais au Népal pour apprendre à vivre le présent, parce que le drame d'une vie, quand on ne vit pas le présent, c'est qu'on ne peut pas être en joie. La joie, cette émotion, ne peut se vivre qu'au présent, que dans l'instant. C'est-à-dire que vous pouvez vous réjouir de manger un gâteau au chocolat plus tard, alors vous êtes heureux de penser à ça, vous pouvez vous réjouir, vous pouvez aimer quelque chose, vous pouvez être heureux plus tard. Tiens, je vais partir en vacances, je suis heureuse de ça, donc de se projeter dans une visualisation future qui peut nous rendre heureux un instant au présent, puisque le cerveau ne fait pas de différence entre le réel et l'imaginaire. Donc quand on imagine qu'on va être en vacances, forcément on le vit un peu au présent. Mais ce sentiment de joie, cette joie profonde, cette émotion de joie, on ne peut la connecter qu'au présent. Alors c'est vrai que bien souvent, quand on pose la question, moi je me suis même posé la question, parce que quand on m'a expliqué ça, je dis ah bon, mais alors j'ai passé 40 ans de ma vie à part dans l'enfance, parce que quand on regarde les enfants, je trouve qu'ils sont très inspirants, les enfants, parce qu'ils vivent leur moment de joie d'un rien, ils voient une plante verte, hop, ils sont heureux, ils tirent sur la feuille et hop, ils se mettent à rire. Et tout est joie. Et puis on perd ça, comme si devenir intelligent, c'était être sérieux. Moi, je crois que c'est tout l'inverse. Devenir intelligent, c'est au contraire réapprendre à rire. Et rire de ces moments-là, rire de ce quotidien, rire de ces petits instants, parce que finalement, on ne peut vivre que ces moments-là. Ah, vous parliez à l'instant des enfants qui regardent le monde différemment, et vous dites que... on peut essayer de regarder le monde avec ses yeux d'enfant, qu'en même temps, de temps en temps, il faut aussi apprendre à discuter avec cet enfant, à le consoler, à le rassurer de ses peurs. Alors, j'imagine que ça pourrait nous prendre 8 heures, 10 heures pour en parler, mais est-ce que vous avez quelques clés, quelques petits conseils comme ça de la vie de tous les jours pour nous apprendre à regarder le monde avec les yeux de l'enfant qu'on était? Alors déjà, je crois qu'effectivement... il n'y a pas à apprendre parce que c'est inné chez nous. On est né avec ça. C'est-à-dire que dès le départ, on avait cet instinct-là. Et tous les enfants, dès le départ, ont cet instinct à rire, à jouer de rien, à prendre rien au sérieux finalement, puisque eux-mêmes n'ont pas cette faculté, pourtant plus intelligents que nous. Mais on a ça. Donc le vrai sujet, c'est non pas d'apprendre, parce qu'apprendre, c'est très difficile d'apprendre. On l'a vu, apprendre à marcher, c'est très compliqué. On n'est pas né en sachant marcher. On n'est pas né en sachant parler. Par contre, on est né avec cette joie profonde et instinctive. Donc le vrai sujet, c'est pas de réapprendre, qui serait vraiment difficile, c'est de retrouver notre état instinctif. Alors pourquoi on l'a caché? Pourquoi on s'en est un peu séparé ou on l'a mis de côté? Simplement parce que, évidemment, on nous a expliqué qu'il ne faut pas rire n'importe comment, qu'il ne faut pas dire les choses instinctivement, que ça ne se fait pas. On a des règles de société, et heureusement qu'on a des règles de société. Mais il y a un décalage entre cet instinct qu'on a à ne pas faire, il ne faut pas, je ne dois pas, et retrouver petit à petit cet instinct normal, parce que finalement, on se rend compte que les gens joyeux rayonnent et nous apportent, viennent connecter en nous cette zone qui a envie de jouer, qui a envie de s'amuser, qui a envie de rire, qui a envie d'être en connexion finalement. Mais vraiment une connexion humaine. On l'a vu à quel point tous, pendant cette période de Covid, on était complètement déshumanisés. On avait même besoin de trouver du lien par la vidéo, par les apéros. On a bien bu d'ailleurs. Mais du coup, voilà, on a recherché ce lien qui est fondamental. Et c'est ça de réapprendre. Alors, moi, ce qui m'aide, je n'ai pas forcément de conseils à donner parce qu'on est tous experts de nos vies. Et en tout cas, moi, ça m'a aidé à retrouver ça.
Mais ce qui m'aide, c'est parfois de faire un peu de silence. Alors j'ai appris ça au Népal parce que quand je suis partie justement au Népal avec mon guide, j'avais toujours 20 coups d'avance et puis je lui dis mais apprends-moi à vivre au présent. Et la première chose qu'il m'a expliqué, il m'a dit c'est fais silence. Alors moi je posais un tas de questions. Ah oui, bah alors mais très bien, mais bon le silence, pourquoi pas, mais et lui, il passait du temps comme ça à prendre un temps pour lui. Alors, ils appellent ça la méditation. Moi, la méditation, j'appelle ça un gros mot parce qu'au début, on vous dit de rien faire, c'est compliqué, on ne sait pas comment faire, on se débat avec ça. Et Fabrice Midal a dit, donc un auteur que j'aime beaucoup, a dit à un moment, il écrit un livre, la méditation, c'est se foutre la paix. Mais je crois que c'est ça, dans ce monde où on est la fille de, le fils de, la salariée de, la dirigeante de, enfin, on a un tas de rôles. Et puis finalement, méditer, c'est avoir un instant à soi. On n'est plus tout ça. On ne sait plus très bien qui on est derrière tous ces costumes. C'est retrouver juste un moment enfin se donner un moment à soi, s'offrir ce moment et juste se poser et de rien avoir à faire. Non pas de penser à la machine à laver que vous allez faire, non pas de penser aux salariés que vous allez devoir manager aujourd'hui, non pas aller chercher les enfants à 16h, etc., etc. Il y a juste un moment de pause. Et pourquoi il est important ce moment de pause? Parce que c'est ce qui permet au mental de tomber un peu et de revenir à soi. Donc, ce guide, qui s'appelait Karma en fait, il ne s'appelait pas Chanty, mais il s'appelait Karma, me dit, voilà, tu veux apprendre à vivre au présent, et commence par faire silence. Alors moi je dis, oui, silence, ça veut dire quoi? Juste tu te tais. Alors je me tais quelques secondes, et puis il continue, et puis il me dit... voilà, je fais juste silence. Alors je pose la question, mais alors moi j'ai lu le silence, ça va nous permettre d'avoir un petit moment à soi, mais on finit par procrastiner, et puis finalement c'est difficile, etc. Et lui, à chaque fois, il répondait pas à mes questions, il me disait juste, Maud, fais silence. Et dans ce silence, juste un instant, vient se poser quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on a une décision à prendre, le simple fait de s'arrêter un peu, de revenir à sa respiration, à son corps, parce que finalement, on ne nous apprend pas tout ça. C'est bien pour ça qu'on est perdu. Nous, on apprend à générer un mental actif. Et puis, faire silence, c'est juste revenir à soi. Et puis, hop, comment je me sens là? Ah, est-ce que c'est tendu dans mes épaules? Est-ce que je respire correctement? Est-ce que j'ai un souffle rapide? Est-ce que j'ai un souffle lent? Juste revenir à ça. Alors au début, quand on m'expliquait ça, je dis attends, j'ai que ça à faire, moi, de vérifier si je respire bien, etc. Enfin, vous voyez, quand on a des vies très actives, comme vous tous, on n'a pas le temps. Mais finalement, ce temps-là est extraordinaire parce qu'il nous donne la possibilité, en revenant à nous, justement de poser le mental et de laisser émerger ce qui a du sens. C'est une façon de reconnecter son corps et son âme ou ses pensées? Complètement, et puis même son sens. Parce que bien souvent, je me rends compte en coaching que les gens ont perdu le sens et ils disent oui, mais moi je ne sais pas ce qui est bien pour moi, je ne sais pas ce que je voudrais faire. Je sais que dans mon boulot ça ne va plus, je sais que j'en peux plus du stress, mais pour faire quoi? J'en sais rien, moi je sais faire que ça. Et en fait, non, déjà, on n'est pas un métier. J'en suis la preuve vivante, après avoir fait 7 ou 8 métiers différents et puis maintenant d'être auteur depuis 4 ans, mais après-demain, ça peut être autre chose. Le vrai sujet, c'est d'aller connecter ce qui nous touche vraiment. Et ça, c'est pas le mental qui peut nous expliquer ça. Le mental est une machine extraordinaire, mais un peu comme un ordinateur. Si vous voulez partir en vacances, c'est pas l'ordinateur qui va vous dire, tiens, c'est là que vous voulez aller en vacances. Par contre, si vous vous connectez à vos envies profondes, est-ce que j'ai envie de chaleur? Est-ce que j'ai envie de montagne? Est-ce que j'ai envie de froid? Est-ce que j'ai envie de rencontres de peuple? Ou au contraire d'aller dans un club, etc. Ça, c'est vous, dans vos envies, vous allez le savoir. Et une fois que vous avez l'envie, donc le cœur va vous dire ce qui est juste pour vous, là, vous pouvez vous jeter sur votre ordinateur et puis faire un tas de recherches sur le voyage que vous avez décidé. Eh bien, la tête, c'est pareil. C'est-à-dire qu'elle tourne en boucle et elle ne sait pas répondre. Elle ne sait pas trouver le sens de ce qui est juste pour vous. Par contre, une fois que vous avez connecté ce qui est juste pour vous, alors là, vous pouvez commencer à vous lancer un pas après un autre vers ce qui a du sens. Et là, le mental est extraordinaire pour vous aider. Et ce silence, est-ce que... là, en fait, j'étais en train d'écouter ce qui se passait. Là, on est dans une petite bulle où il n'y a pas beaucoup de bruit, mais autour de nous, il y a un brouhaha. Est-ce qu'on a besoin de silence à l'extérieur pour faire ce silence? Quand vous dites à l'extérieur, c'est-à-dire C'est-à-dire autour de soi. Ici, on ne pourrait pas faire silence, par exemple, s'il y avait un brouhaha, par exemple. Voilà. C'est votre question. Alors ça, c'est un apprentissage. C'est évident que, je dis toujours, c'est toujours plus simple de méditer face à la montagne que place du Châtelet. Ça va de soi. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que parce qu'on est dans le brouhaha, on ne peut pas y arriver. Alors au début, j'allais dire,
le moins il y a de bruit, le plus c'est facile. Mais on va apprendre à se poser dans le silence simplement aussi en écoutant les bruits. Vous l'avez tout à fait dit, on finit par être dans une bulle et puis on n'entend même plus cette espèce de brouhaha. C'est un peu comme notre système automatique de défense qui est là autour, qui nous fait beaucoup de bruit et on ne l'entend plus. Donc c'est ça, faire silence, c'est prendre un temps à soi à n'importe quel moment. Ça peut être un feu rouge. Je sais qu'au début c'est difficile, donc les gens me disent ah ouais, moi me poser 1 heure, j'ai vraiment pas le temps. Mais moi des fois c'est au feu rouge. Hop, le feu passe au rouge. Plutôt que d'accélérer au orange, je me pose et puis je me prends 30 secondes pour moi. 30 secondes à ne tenter de ne rien faire, voilà. Bon, jusqu'au moment où les klaxons y vont, et puis là il faut repartir. Mais voilà, c'est se prendre ce temps pour se prendre de temps en temps ce temps pour soi, et même à n'importe quel moment. Ici, hop, tiens, je suis en conférence, qu'est-ce qui se passe en moi? On peut faire l'exercice de prendre 3-4 secondes. Si vous fermez les yeux 3-4 secondes, allez-y, on peut faire l'exercice. Simplement fermez les yeux et concentrez-vous sur juste votre respiration. Où est-ce qu'elle est? Est-ce que c'est tendu? Est-ce que c'est rapide? Est-ce que je sens mon corps? Comment je me positionne? C'est vrai que les sièges, là, ce sont des bancs, il n'y a pas de dossier. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et en quelques secondes déjà, vous pouvez réouvrir les yeux, déjà, on est à un autre état de conscience de soi. Et cette conscience-là, elle change tout. Elle change tout à chaque seconde, parce que quand on est au bureau, que les collègues ou que le stress arrive, hop, on peut revenir à soi. Ok, je suis en stress, qu'est-ce que je peux faire pour aller un peu plus vers moi? Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs que vous faites dans le podcast, qui normalement est scandaleux quand on fait de la radio. À certains moments, vous dites, là, on va s'arrêter. On va prendre, alors il y a une petite musique en fond, on va prendre quelques secondes pour réfléchir. C'était important dans l'écriture de votre podcast de marquer ces temps-là et de ne pas faire une émission de radio, en fait, de vraiment faire un temps où vous dialoguez avec la personne qui vous écoute. Alors là, je vais être tout à fait honnête, les podcasts, c'est une improvisation totale. On est parti des Facebook Live que je faisais pendant le confinement, et puis l'équipe des rôles, mon éditeur, m'a dit ce serait bien de faire des podcasts, les gens le demandent, et c'est quelque chose de plus intimiste. Alors, c'est ultra pro, toute l'équipe est ultra pro, sauf moi. Parce qu'il n'y a pas de contenu. Je lis les questions en direct, et on y va. On improvise, donc il n'y a pas d'écriture pour être tout à fait honnête, mais plutôt de répondre en direct à des questions que tout le monde se pose, et puis de laisser venir un peu ce qui vient. C'est pour ça que je le dis, vous avez vu, même pour une interview, je préfère ne pas avoir les questions parce que vient ce qui vient, et puis de toute façon, c'est toujours là au bon moment. Donc effectivement, si je ressens le besoin à un moment de dire, tiens, on va lancer un temps de pause, alors comme je ne connais pas les codes, comme vous dites, ça ne se fait pas en radio, je ne le savais pas, et je serais capable de le faire en radio, pour tout vous dire, je l'ai déjà fait. Mais voilà, donc le but, c'est plutôt de laisser venir ce qui vient, et puis d'être avec ça. Alors, en radio, il y a même de temps en temps sur certaines antennes un titre qui est prévu pour partir au bout de 3 secondes de silence. Tellement c'est interdit. C'est une sécurité, d'accord. Voilà. Mais ça ne se fait pas sur toutes les radios. Autre question que je voulais vous poser sur justement l'articulation entre le podcast, entre votre métier de coach et de conférencière et les ouvrages, c'est la prise de parole. Dans le podcast, et là c'est vous qui nous parlez, dans les romans, ce sont des personnages qu'on imagine inspirés de vos expériences. Est-ce qu'il y a une différence entre faire passer un message et puis le faire passer à travers un personnage et une histoire de fiction ? Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de différence. Déjà, 95% de mes livres sont vrais, donc déjà, je suis très mauvaise romancière, il faut être clair. J'invente pas les histoires puisque je les vis réellement. Je suis l'addition des personnages, mais réellement, je vis. Alors, Kilomètre Zéro, qui était mon premier livre que j'ai écrit pour mes amis, il n'était pas question d'édition, et puis c'est parti un peu dans les mains des lecteurs, et merci pour ça. Mais en fait, voilà, je suis à cœur ouvert, j'ai vécu ce voyage, et puis c'est 25 ans de développement personnel, 25 ans de rencontres avec des peuples différents, effectivement, quand on accompagne des gens, on vit aussi beaucoup d'histoires à travers leurs histoires. Et c'est ça que j'avais envie de partager, parce que, comme je disais au début, on est tous experts de nos vies. Chacun d'entre nous est expert de sa vie. Et cette expertise mise au centre pour tout le monde, c'est un peu ce pouvoir de pouvoir partager. Et quand on met son pouvoir pour les autres et non plus
sur les autres, il se passe quelque chose de magique. Et ces rencontres humaines au quotidien avec les lecteurs, je les emmène en voyage, on fait Compostelle ensemble, je les ai emmenés dans le désert. Enfin, j'organise un certain nombre de voyages autour de ces enseignements, que ce soit en podcast, que ce soit dans l'écriture ou en direct. Finalement, c'est qu'une aventure humaine. Donc je crois que ce sont juste des supports pour faire passer ces aventures humaines, mais j'apprends autant. Quand j'emmène des lecteurs en voyage, j'apprends autant parce qu'eux sont experts de leur vie et peuvent enseigner qui ils sont et comment ils ont pu dépasser des choses parfois extrêmement douloureuses. Mais ils sont debout, ils sont encore là et moi-même j'apprends de tout ça. Donc j'avais juste envie de partager au début avec mes amis ce qui m'avait permis de dépasser un certain nombre de choses qui arrivent à mes personnages finalement et de pouvoir rebondir sur des choses parfois même tragiques mais qui nous permettent d'avancer. Alors il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de questions qui sont abordées à la fois dans les livres et dans le podcast. Moi j'en ai sélectionné quelques-uns dans ceux qui, puisque finalement c'est quelque chose de très subjectif, dans ceux qui m'ont le plus fait écho. Et j'avais envie qu'on en parle un petit peu. Le premier c'est la question de la gestion, et d'ailleurs je ne sais pas si le terme de gestion est le plus approprié, des émotions. Et notamment de la colère qui en fait est là pour dissimuler la peur qu'on n'arrive pas à assumer. Et pour vous raconter comment c'est venu cette question, je travaillais en même temps sur vos livres et sur le livre d'un autre auteur qui s'appelle Hugo Clément, qui a travaillé sur l'environnement. Et j'ai eu l'impression de lire deux choses très similaires, où lui a rencontré des gens qui donnaient un argument qui était toujours le même et qui était assez factice, comme si c'était pour cacher le fait que ces gens savaient qu'ils faisaient du mal à la planète et qu'ils donnaient effectivement une sorte d'argument bloquant pour ne pas avoir à réfléchir à ce qu'ils faisaient. Et là, j'ai l'impression d'avoir... Pardon, c'est moi qui postillonne. Voilà, un partout. J'ai cette impression que c'est un peu le même mécanisme presque d'autodéfense pour ne pas avoir à assumer une émotion, d'en faire rentrer une autre qui du coup est plus violente, la colère par rapport à la peur. C'est quoi exactement le rapport entre ces deux émotions ? Alors, déjà une émotion, et là encore, on ne nous l'a pas appris. Moi, j'ai reconnecté, en tout cas j'ai accepté plutôt mes émotions, parce qu'on est tous connectés à nos émotions, mais on les accepte plus ou moins bien. L'émotion, évidemment, on ne sait pas quoi faire avec, que ce soit la colère, que ce soit la peur, que ce soit la tristesse, la joie, et encore, on s'en arrange à peu près, mais parfois, on en a peur, des fois, on nous apprend très jeune, on le disait tout à l'heure, non, mais attends, te mets pas à rire bêtement, là, on nous bloque dans nos émotions, parce qu'il faut être un peu lisse, il faut être bien représentant, il faut être... Voilà, au boulot, les émotions, n'en parlons pas, il n'est pas question de ça, etc. Et en fait, le vrai sujet, c'est de réapprendre avec ces émotions, parce que sans les émotions, on ne peut pas vivre. C'est-à-dire que si on coupait de nous toutes nos émotions, on mourrait. Mais réellement, les émotions sont vitales. Alors, des fois, comme vous venez de le dire, on s'arrange avec une émotion mieux qu'une autre. Par exemple, c'est vrai que pour un homme, d'avoir peur, ça ne le fait pas. Pour une femme, d'être en colère, ça ne le fait pas. Triste, ben non, tu ne vas pas pleurer, ça, etc., etc. Et en réalité, les émotions ne sont que des boussoles. C'est la boussole qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe en nous. Quand une émotion arrive, elle a juste un message à nous donner. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et j'ai mis des années à le comprendre. Je ne comprenais pas. Je ne faisais qu'étouffer ces émotions. Je ne comprenais pas ce qui se passait réellement en moi. Mais quand on voit ces burn-out en entreprise, quand on voit ce qui est en train de se passer, c'est simplement qu'on n'écoute pas nos émotions. Le corps, c'est avant nous. Le cœur, c'est avant nous. Alors là, merci pour cette question parce que c'est vraiment un point primordial. J'aimerais revenir sur les 4 émotions principales que sont la colère dont vous parliez, la peur, la tristesse et la joie. La colère, comme toutes les autres émotions, ont toujours le même message. Le message de la colère, quand on ressent de la colère, posez-vous la question de savoir en quoi c'est injuste pour vous, en quoi c'est irrespectueux. Qu'est-ce qui est en train de se jouer qui est irrespectueux pour vous ? À chaque fois que quelqu'un se met en colère ou quand vous ressentez de la colère, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui est injuste. Vous pourrez reprendre tous les moments où vous êtes mis en colère. Vous allez vous rendre compte que c'est simplement parce qu'il y a un moment, là, dans la discussion, dans la remarque d'un collègue, d'un ami, etc., il y a quelque chose qui vous a touché et qui vous a mis en colère parce que c'est irrespectueux. Donc c'est toujours le même message. Pourquoi je suis en colère ? Il y a un truc injuste qui est en train de se jouer. Et quand on écoute ça, déjà,
on se rend compte qu'on peut, ah ok, alors là je ne me sens pas respectée par rapport à ça. Déjà, ça nous fait descendre ce niveau, parce que quelle que soit l'émotion, elle arrive et elle s'arrête immédiatement dès que vous y mettez de la conscience. Par contre, si vous l'alimentez, si vous n'y mettez pas de conscience, alors là, ça peut durer des heures et des heures. La deuxième donc, dont on parlait, c'est la peur. La peur, elle nous annonce un danger. À chaque fois que vous avez peur, posez-vous la question, qu'est-ce qui me fait peur ? Qu'est-ce qui, en moi, se sent en danger ? Quelle partie de moi se sent en danger ? Qu'est-ce qui se passe ? Et quand vous vous posez cette question, là encore, une fois, ça va descendre un peu en pression parce que vous allez mettre de la conscience et immédiatement, vous allez sentir que cette peur, non pas qu'elle s'évince, hein, mais immédiatement, elle va descendre un peu. La tristesse nous annonce la perte. Donc à chaque fois que je suis triste, chaque fois que vous êtes triste, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui est en train de se jouer pour vous, qu'est-ce que vous êtes en train de perdre. Et puis des fois, c'est une micro-tristesse. Je prends souvent cet exemple, vous cassez votre tasse préférée, tous les matins, vous prenez votre café dans cette tasse-là et puis vous la cassez. Ce n'est pas un problème grave, mais sur l'instant, il y a un truc en vous qui est triste. Oui, parce que vous êtes en train de perdre ce petit rituel, cette tasse que vous aimiez particulièrement. Et enfin, la quatrième émotion principale, qui est la joie, qui est notre état de base, c'est l'endroit où tout est aligné. C'est-à-dire que quand il n'y a pas quand vous n'êtes pas décentré par justement des problèmes accessoires, naturellement, votre état de base, c'est la joie. Et la joie, quand vous la ressentez, vous sentez que c'est un moteur assez puissant. Hein. Je sais bien, vous voyez bien quand vous tombez amoureux, par exemple, d'un coup, alors là, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, même votre collègue que vous supportez pas, il arrive en retard, ça n'a plus d'importance. Il y a ce moteur de joie qui vous pousse vers ces projets. À l'inverse, quand on n'est pas bien, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui nous contrarient, le moindre détail va faire que ça explose. Donc merci pour cette question, parce que les émotions, vous avez raison de dire qu'elles ne se gèrent pas, elles s'accueillent et elles s'acceptent. Donc la première chose, quand vous ressentez une émotion, commencez par vous dire, que ce soit la colère, on en parlait, c'est pas toujours facile à gérer la colère, mais commencez par l'accueillir. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'avoir peur. Et il n'y a pas un être humain sur Terre, il n'y en a pas un seul qui ne ressent pas une de ces émotions. Parce que si c'était le cas, il ne pourrait pas vivre, il serait mort. Donc c'est vraiment important de revenir à ça, parce que prenez du temps pour vos émotions, prenez du temps pour les accueillir, prenez du temps pour les vivre. C'est une boussole extraordinaire et ça éviterait énormément de mots, MAUX, hein, de mots physiques, si on écoutait cette alarme qui n'est juste qu'une alarme. À la seconde où on met de la conscience, l'alarme s'arrête et on peut traiter et passer à l'action pour traiter le problème. Est-ce qu'il faut aussi, du coup, accepter ce que les émotions font au corps, justement, quand on parle, et c'est souvent des expressions très imagées, la boule au ventre d'un côté ou l'euphorie pour la joie. Est-ce que tout ça fait partie de ce qu'il faut aussi accepter et laisser venir ? Oui, parce que je pense qu'en plus, ça nous rend vivants. De vivre ces émotions. Alors, je sais que c'est toujours difficile. Par exemple, là, moi, je monte, on m'a proposé cette interview, je suis très touchée, mais il y a toujours un trac, il y a toujours une peur, il y a toujours... Et oui, parce que la peur derrière, c'est, si on l'identifie, il y a un tas de peurs. Il y a la peur de ne pas savoir répondre aux questions. C'est pour ça que je le dis toujours, quand je ne sais pas répondre, je le dis. La peur pour son image, la peur pour X choses, finalement. Et ce micro-trac ou ce gros trac, ça peut m'arriver d'être... Je suis en plus une traqueuse, mais le simple fait de le ressentir, c'est aussi ça qui me rend vivante. Parce que je me suis rendu compte que la peur, quand j'avais peur, il se vivait aussi un moment important pour moi. Alors on pourrait se dire, je coupe tout ça, je refuse l'interview, et puis comme ça, je reste chez moi, et puis la vie est belle. Mais effectivement, c'est plus confortable de se dire, je vais rester chez moi, et puis je vais voir des amis, on est samedi, il fait beau, je vais aller me promener, plutôt que de se dire, tiens, je vais me mettre en risque. Mais peu importe, parce que le vrai sujet, et c'est ça qui a du sens, c'est que ces moteurs aussi, cette peur est motrice pour faire des choses qui ont du sens, pour partager ces moments. J'ai rencontré une personne tout à l'heure qui me parlait de ce qui lui arrivait. Elle partageait son expertise et comment elle est là, comment ça l'a aidée, etc. Eh bien, ensemble, on grandit, et je trouve que c'est ça qui a du sens. Donc oui... aller vers ses émotions, juste les écouter, il ne s'agit pas de les provoquer, il ne s'agit pas de se mettre en risque, enfin chacun fait comme il veut, mais on a déjà beaucoup d'émotions dans la vie, donc simplement de les reconnecter, de les accueillir pour pouvoir poser les bons gestes. Parce que le corps réagit effectivement, mais encore une fois, si vous mettez de la conscience sur ce qui est en train de se passer, sur les questions qu'on s'est posées tout à l'heure, hop, le corps se détend, il s'est senti entendu,
Et là, on peut aller d'avant. Alors ça tombe très bien que vous ayez parlé de la situation actuelle, puisque j'allais rebondir là-dessus. Vous parlez beaucoup du regard des autres et de comment faire avec le regard des autres. Là, voilà, présentement, on est devant X personnes. Je ne veux pas connaître de nombre exact. Des caméras, des réseaux sociaux. Voilà, vous qui dites que vous êtes traqueuse, comment est-ce que vous prenez le temps de vous dire qu'il va falloir accepter le regard de tous les gens qui sont autour de nous? Bon, déjà, je les ai sélectionnés un par un, je les connais tous, ils sont tous bienveillants. Donc, bon, voilà, première chose, sélectionner les personnes qui vous entourent. Non, c'est pas vrai, mais en tout cas, vous êtes bienveillants, ça c'est sûr. En fait, non, le vrai sujet, c'est plus... Dépasser le regard, c'est commencer par la motivation de ce qu'il y a derrière. Ma motivation, quand j'ai écrit ces livres et les clés que je peux pas partager, je sais à quel point moi ça m'a aidé dans des moments où j'aurais eu besoin de peut-être d'une main tendue quand ça n'allait pas, ou que ma motivation, c'est si une phrase, un mot peut faire du bien, alors peu importe que je sois ridicule tout le reste de l'interview. Si une phrase, un mot peut faire du bien à une personne, j'ai gagné ma journée. Le vrai sujet, il est là. Et après, voilà, le ridicule ne tue pas. Il n'y a rien de grave. Si même je ne sais pas, si même 99% des gens trouvent ça ridicule, ça n'a pas d'importance. Le vrai sujet, c'est voilà, comment on fait pour aider une personne. Comment, si moi, dans cette expérience-là, j'ai pu aider une personne, j'ai pu faire voir les choses un tout petit peu différemment, alors on a raison d'essayer. Et c'est ça que je pousse à faire en entreprise. Je vois, je dirigeais des sociétés dans les nouvelles technologies. Et dans les nouvelles technologies, ce sont donc de l'innovation pour la plupart des choses. Les investisseurs disent oh là là, mais super, mais il faut vraiment dire aux ingénieurs, ils n'ont pas le droit de se tromper. Oui, comment faire de la recherche si on ne se trompe pas? Dans la vie, c'est pareil. Il faut d'abord se tromper 1000 fois, tomber 1000 fois. Et réussir, c'est se relever une fois de plus que d'être tombé. Donc, je crois que c'est ça. C'est pas grave. L'image n'est qu'une histoire d'ego. Mais vraiment qu'une histoire d'ego. Alors au début, c'était difficile. Et puis d'ailleurs, moi quand j'ai commencé, je parlais devant des centaines de salariés, mais je parlais d'un produit, donc je parlais pas tellement de moi, donc c'était pas tellement difficile. Et puis quand j'ai commencé avec Kilomètre Zéro, les premières caméras sont apparues, et là j'ai été complètement terrorisée au point que je le raconte j'ai déjà raconté quand on a lancé la première vidéo sur Kilomètre Zéro chez mon éditeur. Les caméras arrivent, les monteurs, enfin il y avait toute une équipe, tout un staff, et moi j'avais juste 10 pauvres phrases à dire que j'avais écrites en plus, juste à la caméra pour pitcher, enfin pour teaser un peu le Kilomètre Zéro qui venait de sortir chez Erol. Et les caméras arrivent, bon moi je m'en inquiète pas trop, et puis au moment où la lumière rouge arrive, je bug. J'étais incapable de sortir une phrase. Donc on fait un essai, 2 essais, 3 essais, 10 essais, mais j'avais vraiment juste à dire voilà, Kilomètre Zéro, c'est l'histoire d'une femme qui part dans l'Himalaya, etc. Vraiment très simple, et j'étais incapable de dire quoi que ce soit. Tout ça pour vous dire que évidemment qu'au début, on n'est pas préparé à ça, on n'est pas préparé à vivre les choses, on n'est pas préparé à faire des choses nouvelles, et par définition c'est nouveau. Et puis une fois, 2 fois, 3 fois, et puis après on y arrive, et puis après on dépasse un peu, mais ça reste que néanmoins il y a des gens qui ont le trac. Moi je suis une traqueuse, je l'accepte aussi, et je sais aussi que c'est ce qui me motive à faire des choses nouvelles, et je sais que je dois dépasser ça, et chacun peut le dépasser. En tout cas si je l'ai fait, vous pouvez le faire, ça c'est sûr et certain. Il y a une autre idée qui revient, qui est celle, et qui est assez proche en fait, qui est celle de l'idée de se détacher des retours positifs ou négatifs qu'on peut avoir. J'ai trouvé ça intéressant parce que là aussi, vous l'avez rattaché à votre expérience du passage du premier livre qui a été un best-seller au deuxième. Et vous racontez dans un des épisodes du podcast à quel point il a fallu faire ce travail de détachement vis-à-vis des retours que vous pourriez avoir pour pouvoir avancer. Mais oui, parce que le premier a été très vite classé best-seller, et quand est arrivé le second, d'ailleurs même mon éditeur m'a dit Dieu sait si on l'aime, mais tu sais, il ne faut pas s'attendre à ce que le deuxième soit aussi... Les gens vont t'attendre en tout cas, et les journalistes encore plus. Et vraiment, très sincèrement, là encore, je suis restée dans cette lignée, et je crois que c'est vraiment ma ligne de conduite qui est, moi j'ai fait de mon mieux pour donner le meilleur.
il y aura toujours des gens pour préférer le premier au deuxième, il y aura toujours des gens pour préférer le deuxième au premier, et puis il y a des gens pour ne pas aimer les deux, et puis il y a des gens pour aimer les deux. Donc de toute façon, ça ne dépend plus de moi. Donc le vrai sujet, c'est pas est-ce que les gens vont l'aimer ou pas l'aimer. Moi, j'ai fait du mieux que je peux, j'écris peu de livres parce que j'ai besoin de temps et j'ai besoin que ce soit aligné avec moi. Et quand je propose un livre, je suis au maximum de ce que je peux donner. Mais vraiment, donc la suite, malheureusement, ne dépend plus de moi. Donc j'accepte ce qui va se passer. Et effectivement, quand le Respire, le plan est toujours parfait est sorti, j'étais pas dans cette peur comme mon éditeur a pu l'être, ou comme j'étais pas dans cette peur parce que de toute façon, je savais qu'il allait avoir les deux. Et puis alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Un jour, j'étais en voyage et je rencontre un moine bouddhiste qui justement, c'était avant d'ailleurs d'écrire mes 2 livres, et qui me disait mais tu sais, le problème de ce qu'on fait, c'est qu'il y aura toujours des gens pour critiquer. D'ailleurs, parle-moi du film qui a révolutionné ta vie. Alors bon, je cherche, et puis je trouve un film extrêmement, enfin voilà, qui m'avait touché à l'époque. Je sais plus, c'était pas. Je crois que c'était un film, enfin peu importe, un film très connu. Et il me dit bon, très bien. Alors maintenant, allons voir sur les réseaux sociaux. Donc là, il me sort Internet au fin fond de nulle part. Et puis il me dit voilà un film mondialement connu. Prenons n'importe lequel, par exemple le Titanic, mondialement connu. Et ben, on voyait des critiques qui, mais vraiment, alors que le film a eu une réussite. Alors on aime, on n'aime pas, mais le film a une énorme réussite. Et qu'est-ce qui se passait? Il y avait des avis à 0, complètement nuls, complètement... Il me dit, voilà, tu vois, même sur des réussites colossales, il y aura toujours des gens pour ne pas aimer. Et en fait, je trouve ça très juste, parce que peu importe que vous lanciez dans n'importe quoi, de toute façon, il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas, et c'est tout à fait normal, parce qu'on n'est pas câblé pareil. Quoi que vous fassiez, quoi que vous vous lanciez, vous pourriez être le meilleur du meilleur. De toute façon, il y aura toujours des gens qui n'adhéreront pas à ce que vous faites. Donc ça ne nous empêche pas de nous lancer. Et en tout cas, voilà, encore une fois, si ça peut faire du bien à 1 ou 2 personnes, alors ça vaut le coup déjà d'essayer. Ouais, et cette astuce d'aller voir les critiques d'un de ses films préférés marche très bien. Je vous conseille de le faire aussi. Vous allez voir, c'est très efficace. Il y a un concept qui revient également dans vos livres et dans votre podcast, que moi je ne connaissais pas. J'ai découvert que c'était un concept connu dans le milieu du développement personnel, qui est celui des pensées limitantes. Donc je voulais vous demander de nous expliquer un petit peu ce qu'étaient les pensées limitantes et quelle pouvait être la différence avec un terme pour le coup que je connaissais un petit peu mieux, qui est celui des prophéties autoréalisatrices, où on dit à quelqu'un mais si tu penses que ça va se passer mal, ça va finir par mal se passer. C'est quoi la différence exactement entre une pensée limitante et ça? Alors, une pensée limitante ou une croyance, on dit souvent une croyance limitante, qui est un peu la même chose, mais le terme croyance est peut-être un tout petit peu plus juste parce que on ne se rend pas compte qu'on croit en quelque chose. Donc ça fait partie de notre carte du monde, ce qu'on appelle la carte du monde, c'est-à-dire qu'on a tous notre façon de voir les choses. Et vous allez, par exemple, moi j'ai un frère, on est très très proches, et pourtant on a 2 cartes du monde différentes. Il va avoir ses croyances à lui, les miennes, même si on peut avoir plein de choses en commun. Mais une croyance limitante, c'est quelque chose que vous prenez pour acquis et qui n'est pas forcément vrai. Par exemple, souvent en coaching, on voit des gens dire « mais oui, je me lancerai bien, mais de toute façon, moi, je rate tout ce que je fais. J'ai bien vu depuis le début. De toute façon, même mes parents me disaient « je suis bien un incapable, etc. » Et ça devient une vérité pour cette personne. Alors qu'en réalité, on ne rate pas tout, toujours, et on ne réussit pas tout, toujours. Mais pour cette personne, c'est devenu un postulat de base. Voilà, les croyances limitantes, on en a tous beaucoup, et même sur des sujets qu'on pensait communs à tout le monde, et on construit notre vie sur ces croyances-là. La croyance limitante, on en a 1000 tout le temps, tous les jours, et si vous posez la question à un de vos amis ou même des gens proches, ils disent « ah ben non, moi je vois pas du tout les choses comme ça ». Et là, c'est comme ça qu'on rentre souvent en conflit, parce qu'on est tellement sûr que c'est une vérité que si je parle avec vous et puis que je vous dis « mais si, c'est comme ça que ça se passe », non, c'est pas comme ça, parce que vous avez appris autrement et puis votre croyance est différente, naturellement, il y a cette zone de conflit. Et c'est ça qui est toujours très intéressant quand on voyage, c'est qu'on se rend compte que ce qui est pour acquis dans un pays ou sur un continent, on s'aperçoit que sur un autre continent, mais alors c'est complètement différent. Et là, on se dit, oula, mais attends, moi j'ai toujours appris ça et j'en faisais une croyance évidente, là, c'est qui me limitait certes, mais qui était évidente, et finalement...
La deuxième partie de votre question, c'était sur... La différence avec une prophétie autoréalisatrice où on se dit ça va forcément mal se passer et ça finit par mal se passer. Alors oui, ça c'est de fait plus... alors là, je pourrais prendre l'exemple, et pour le coup, c'est très différent effectivement de la croyance limitante. Je fais du parachutisme, et quand on fait du parachutisme, on vous dit la première chose qu'il faut faire, et évidemment, on le fait tous, c'est surtout pas de regarder le hangar à gauche, hein, vous atterrissez dans le champ d'à côté. Évidemment, notre regard se pose sur le hangar, et quand vous êtes sous voile, hein, quand vous avez fait la chute libre et que vous ouvrez la voile, eh bien, plus vous allez regarder dans une direction, et naturellement, votre voile va aller dans cette direction. C'est exactement ça. Quand on se dit qu'on ne va pas y arriver, quand on se dit que c'est trop compliqué, quand on se dit... Ben naturellement, notre attention va aller vers quelque chose et toute l'énergie va aller vers ça. Là où on met notre intention, l'énergie suit. Donc à partir du moment où vous vous posez sur une direction, eh bien, tout le corps, tout le mouvement, toute l'énergie se met dans cette direction. Donc pour répondre à cette question... Évidemment que si on se dit non, moi je suis pas en mesure de faire ça, ou j'aimerais bien faire ça, mais bon non, j'ai pas la capacité physique, ben naturellement l'énergie va suivre vers ça et vous allez attirer des personnes, des rencontres dans cette direction-là. À l'inverse, quand vous allez vous dire ben tiens, j'ai très envie de me lancer dans quelque chose, je sais pas comment. J'ai aucune idée, parce que bah, c'était le cas par exemple pendant le confinement, j'ai lancé des Facebook Live. Et puis alors moi, la technologie, bon, vous l'avez compris, pour ceux qui me suivent, c'est pas non plus extraordinaire. Et puis c'est pas beaucoup mieux aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas d'essayer. Et à partir du moment où on essaye, bah, qu'est-ce qui se passe ? Immédiatement, je dis ah bah attends, je peux t'aider, je peux faire ça pour toi, etc. Et donc on attire à nous les bonnes personnes qui vont nous aider à faire des choses qu'on ne sait pas faire, et ensemble on peut avancer. Alors qu'au départ, c'était pas gagné d'avance. Et puis finalement, on a pu en faire plein parce que toute l'énergie se met dans ce sens-là. Donc c'est deux choses très différentes, même si on pourrait les lier dans cette question, parce que effectivement, plus on a des croyances vers ce qui nous tire vers le bas, et puis plus naturellement on va attirer ce qui nous tire vers le bas. Et ce qui est intéressant avec les croyances limitantes, c'est que on pourrait croire, quand on comprend ce que c'est, qu'il faut absolument s'en débarrasser tout de suite et le plus possible. Et pourtant, vous expliquez que c'est pas forcément le bon moment, parce que les croyances limitantes ont des coûts, mais elles ont aussi des bénéfices pour la personne qui les a. En fait, c'est pour ça qu'on a du mal à se... Je vois que vous écoutez vraiment mes podcasts. Merci. Ou alors vous avez lu les livres. Oui, en fait, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de très important de comprendre que dans ces croyances limitantes, on a toujours un bénéfice à les garder. Et c'est pour ça qu'on les garde. Hein. Si on n'a pas de bénéfice, on s'en débarrasserait tout de suite. Alors souvent, quand je demande en coaching, qu'est-ce que ça te rapporte ? Mais non, ça ne me rapporte rien d'être timide, par exemple, ou ça ne me rapporte rien de pas me sentir capable. Évidemment, ça ne me rapporte rien. Eh bien si. Quand on creuse un peu, on s'aperçoit que finalement, pas te sentir capable, les gens le disent très naturellement, au moins j'essaye pas, au moins je n'ai pas à m'exposer, au moins j'ai pas à me mettre dans la lumière, au moins je suis sûre de pas me rater, etc., etc. Donc il y a certes un coût, mais il y a aussi un vrai bénéfice. Après, quand on voit le coup que ça prend, hein, parce qu'en face de je ne suis pas capable, effectivement, on ne se lance pas, mais du coup, on ne va pas vers ce qui a du sens, on n'ose pas certaines choses, et tout ça, évidemment, a un coût. Et puis quand on fait la balance bénéfice-coût, là on peut poser une autre intention, une autre croyance, et dire bon ok, ça va pas être facile, hein, si je reprends les podcasts, c'est pas gagné d'avance, pas sûr de bien tout comprendre, mais on y va. Et le bénéfice-coût s'inverse, et là on sent qu'effectivement il peut y avoir effectivement des bénéfices bien plus forts que ces coûts. Alors on approche de la fin de cette rencontre, donc je vais vous poser une dernière question qui va un petit peu englober l'ensemble. Quand on lit vos livres, quand on écoute vos podcasts, on a une somme conséquente de clés, d'idées, de pistes pour avancer dans cette quête du bonheur. Et en même temps, on a l'impression de se retrouver face à une montagne de choses à faire dont on se dit « mais je ne vais pas y arriver ». Est-ce que vous avez des petites clés pour, à la plus petite échelle, au tout début, nous aider à commencer ce chemin-là? Oui, merci pour cette question aussi, parce que quand on commence quelque chose, on est toujours face à l'Everest. Toujours, toujours, toujours. C'est pas l'Everest pour tout le monde, mais pour soi, c'est l'Everest.
C'est-à-dire qu'évidemment, quelqu'un qui a l'habitude de le faire, vous allez dire, ah bah oui, bah, il y arrive tellement facilement, alors moi, j'y arriverai jamais, de toute façon. Parce que cette comparaison est instinctive chez l'être humain. Donc la première chose, c'est de se rendre compte que si déjà il y a des gens qui arrivent, vous avez toutes les mêmes capacités pour y arriver. Je ne dis pas que ça ne va pas prendre plus de temps que pour celles qui pratiquent depuis 2000 heures. On devient expert à partir de 1000 heures d'expérience. C'est pour ça que souvent on dit oh, les jeunes, là, les petits, alors vous leur mettez des jeux vidéo dans la main et puis ils nous mettent minables. Bah oui, mais ils s'entraînent pendant des heures. Et des heures et des heures. Alors vous arrivez, vous essayez de jouer avec eux. Bon, bah, évidemment, ça leur fait très plaisir. Vous êtes minable. Enfin, je suis minable. Et effectivement, j'ai pas cette technique. C'est pareil, quand on se lance dans quelque chose, et bien naturellement, au début, on n'est pas bon. Mais c'est pas grave, on commence, on apprend. Donc, une des clés majeures pour moi, quoi que je fasse, c'est vraiment de commencer un pas après un autre. Quand j'étais dans l'Himalaya, justement, et là on parle vraiment de l'Everest, mon guide me disait, voilà, tu vois, ce soir on finit en haut de cette première montagne. Alors, je me suis dit, alors c'est pas gagné, tu me connais pas, moi je viens de Paris, j'ai bossé 15 heures derrière un ordinateur. T'inquiète. Maintenant, on sait où on va et on y va. Et en fait, à ce moment-là, on faisait un pas après un autre, un pas après un autre, un pas après un autre. Et un pas après un autre, ça nous a mené, évidemment, en haut de cette montagne, à notre rythme. Eh bien, je crois que c'est ça. À partir du moment où on a une idée, un projet, une envie, déjà, on a fait le premier pas. C'est là. Alors évidemment, le cerveau, notre ego, nos peurs, etc. vont arriver en disant, pour nous décourager. Et puis il y a même des fois l'entourage qui est bienveillant en disant, mais non, te lance pas. Attends, moi je connais un copain, il a fait ça, il s'est planté, etc. Même si c'est par gentillesse, ça ne nous aide pas. Donc, rester sur ce qui a du sens. Et puis, ben voilà, le premier pas, c'est... je pense à une coachée, par exemple, qui me disait... Ben, j'adorerais quitter mon emploi pour me lancer justement dans une formation d'indépendante. Elle voulait se lancer dans l'art graphique. Et ben, la première chose, c'était effectivement déjà d'y penser. Et puis après, ben, pourquoi pas de commencer à regarder les écoles, commencer à regarder ce que les autres font. Mais c'est pas de tout quitter pour se lancer dans une nouvelle activité. Mais voilà, un pas après un autre. Penser à ça, moi, ça m'aide tous les jours. Je suis en train de finir mon 3e livre. Et à chaque fois, c'est une montagne que d'écrire. Mais j'écris une phrase après une autre, puis une autre phrase après une autre, puis un chapitre après un autre. Et c'est toujours l'Everest. Mais c'est pas grave. Un pas après un autre, ben, au final, on arrive toujours à nos fins. Le vrai sujet, c'est d'accepter de continuer sur la longueur, là où beaucoup s'arrêtent. Et c'est pour ça que les gens disent « mais moi, je suis pas capable, c'est l'échec ». Oui, c'est simplement qu'ils ne se relèvent pas la fois de plus. Ils ne continuent pas le pas d'après. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous, Julien. Pour ces éclairages. Je rappelle donc vos 2 ouvrages, Kilomètre Zéro et puis Respire, le plan est toujours parfait, qui existent dans une édition coffret avec des petites cartes. Le podcast, ces questions que tout le monde se pose, qui est accessible absolument sur toutes les plateformes de podcast. Gratuitement, sur mon site internet aussi, partout. Oui. Et c'est vraiment d'apprendre ensemble. Et j'ajoute que vous êtes en dédicace tout de suite, je crois, sur le stand Erol, qui est juste là où il y a les sortie. ballons, là où on s'envole, là où... Le stand, quoi. Le stand d'Erol. Merci beaucoup, merci à tous et à toutes. Merci à tous, vraiment, d'être venus si nombreux. Je suis très touchée. Merci infiniment. Sometimes a person has to go a very long distance out of his way to come back a short distance correctly.